Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission politique, le débat, quelle transition, avec qui, pour quel objectif et dans combien de temps? Et pour en parler, Mesdames, Messieurs, ce soir, nous sommes avec Monsieur Ataï Ag Mohamed. Il est analyste politique, auteur d'un exécutif master en reconstruction de l'État post-conflit. Monsieur Ataï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Notre second invité, mesdames, messieurs, est monsieur Mohamed Maïga. Il est le DG de Alibert Conseil. Il est consultant sur les questions socio-économiques de territoire. Monsieur Maïga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et notre troisième invité est le professeur Abdoulaye Niang, directeur exécutif du Centre d'études stratégiques Séné. Professeur Niang, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Dissa et bonsoir à tous les auditeurs. Et on espère qu'on aura une bonne séance. Ah, nous l'espérons. Sous ton leadership. Merci, nous l'espérons beaucoup. Et vraiment, merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, dans un Mali sous embargo, vous avez décidé de nous parler en quelques minutes alors, du renouveau du partenariat mondial pour le développement. Qu'est-ce que c'est? Bon, en réalité, suivant la résolution 2100-2013 qui a fait venir l'aménagement Barkhane, le monde entier au Mali, la résolution dit que c'est sous la prééminence de l'État du Mali que le Mali va se sortir de la crise sociale globale et sécuritaire, mais prendre le leadership pour sortir le monde de la crise sociale globale et sécuritaire. Et avec votre permission, oui, allez-y. Nous allons dire que le printemps malien du 20 janvier 2012 a été raté, mais le printemps malien du 5 juin ne sera pas raté. D'accord. Nous avons mis à profit le temps qu'il fallait pour préparer et de savoir d'où est-ce qu'on part, le point de départ, et où est-ce qu'on va arriver. Si tu ne connais pas très bien la situation au départ, la fin va te troubler. Le Centre Sénégal d'études stratégiques, qui est une des structures à Djougou Mayablon, en plus du réseau de coalition d'action citoyenne, en plus du réseau africain de coordination nationale de veille stratégique citoyenne qu'on fait avec vous, les médias, nous avons investi énormément de temps pour la construction de l'État prééminent du Mali, avec la responsabilité de l'initiative d'amorcer un processus de convergence de sur le modèle de globalisation. Eh bien, le point de départ de la transition dont on parle, c'est la transition de l'ère mitterrandienne de la démocratie à l'ère de la nouvelle ère d'espace démocratique. Justement, je vais vous arrêter un petit moment. Oui. L'expression l'ère mitterrandienne, est-ce que vous pouvez expliquer ça à nos téléspectateurs? C'est Laboul qui a décidé que toute l'Afrique doit être démocratique. Nous sommes en 1991, juillet 90 au sommet de Laboul. Absolument. D'accord. Donc, on l'a mis sous forme de l'ère mitterrandienne de la démocratie. D'accord. Et la nouvelle ère d'espoir démocratique, il y a eu un groupe de travail financé par sur le budget américain, avec l'Union européenne et les États-Unis au sein de l'Université nationale de la défense américaine. Il y a un groupe d'experts d'une douzaine dont je suis membre. Nous avons développé, suite au printemps tunisien, le printemps égyptien, l'échec du printemps libyen. On était en novembre 2011 quand on tuait Kadhafi. Et si j'ai provoqué, je ne suis pas le directeur du rapport. Le directeur des études et le directeur du centre d'études stratégiques. Vous partez sur Google, vous trouverez là-dessus. Ceux qui veulent avoir un livre, ils peuvent commander sur Amazon.com. D'accord. Donc, là-bas, nous avons défini que l'Afrique et le printemps arabe
c'est pour une nouvelle ère d'espoir démocratique. D'accord. Alors, revenons à... Donc, si l'erreur n'avait pas été commise de se concentrer dans trop de bruit sur la désobéissance civile, sans la bonne organisation et méthode, si on avait accepté ce qu'on avait proposé à Imam Dicko et à Kaoudim et Shogel, de prendre le printemps malien. Si vous prenez le printemps malien, l'ambassade des États-Unis n'allait pas aller être soumis aux injonctions du président Tembine pour sortir, pour dire qu'ils n'accepteront pas un changement de gouvernement comme ça. Parce que le printemps africain, ou le printemps tunisien, ou le printemps égyptien, ou le printemps malien fait changer le gouvernement en rupture de la balance de son mandat. C'est légal. Okay. C'est international. D'accord. Donc, il faut qu'on chasse, qu'on doit se concentrer sur ce que la transition doit faire. J'anticipe un peu, et après les questions vont venir. La transition, on part d'ici. On passe nécessairement, ça c'est l'infographie de la vallée des deux Afriques. Une Afrique qui est riche, que tout le monde reconnaît, en ressources naturelles, dont les régions anciennement de l'OCRS, sous la délimitation de 1959, et une Afrique où le Mali, prenons le Niger, où le Niger est le dernier pays du point de vue de l'indice de développement humain. Alors que c'est le Niger qui contribue pour que la France soit dans le Conseil de sécurité. C'est le Niger qui contribue avec l'uranium, la puissance nucléaire, pour que réellement la France soit en sécurité énergétique. Mais aucun Nigérien ne consomme de l'énergie à base d'uranium. J'ai essayé de le faire avec le président Tandia, on nous a bloqués. Sarkozy nous a bloqués. Mais on l'a promis qu'il ne va pas finir, il ne va pas aller dans un deuxième mandat. Maintenant, cette Afrique-là, et cette Afrique, avec des gens qui n'ont pas la sécurité économique des ménages, c'est ce qui fait la vallée. D'accord. Mais quelle est la place du Mali dans cette Afrique pauvre, entre guillemets? 192e. 192e. Sur 137. Sur 137. En 2014. D'accord. OK? Oui. Donc, la place de la 780, tu as bien fait de le dire, nous sommes à la 184e place pour une raison très simple. Le secret enfoui, on va le divulguer aujourd'hui, de façon très claire. C'est la transition de Amadou Toumani Touré qui nous a plongé dans la vallée, à ce stade où on est. En acceptant de signer une convention d'établissement des sociétés multinationales qui doivent exploiter l'or. Avec l'article 20 qui nous exproprie. Mais comme la convention était cachée, c'est un secret enfoui, nous l'avons cherché, on l'a trouvé. Donc c'est l'article 20 que les gens aillent pour le chercher, sinon pas, ils n'ont qu'à aller au bureau. C'est l'article 20 de la convention d'établissement de Rango du Resources, de toutes ces sociétés-là, à commencer par Mourla, qui a fait que nous, on produit de l'or, on ne connaît pas la production. On commercialise notre or, nous ne connaissons pas la commercialisation. Donc la richesse qui est générée de l'or qui est produit, nous ne la connaissons pas. Le ministre Abouakar Traoré, on l'a tellement mis sous stratégie de choc qu'il a avoué à la maison des aînés qu'en tant que ministre des Mines et ministre des Finances, il n'a jamais connu la production de l'or. Qui d'autre va connaître? Les ministres même. Le ministre même. Ok. Aucun ministre du Mali, Igor Diarra, qui a été ministre des Mines et ministre des Finances, comment il s'appelle, mon fils, Boubou Sissé, qui a été ministre des Mines et ministre des Finances, il ne peut pas te dire que voilà la production de l'or du Mali. Donc, quand tu ne connais pas la production, ta capacité de rétention de richesse, tu ne l'as pas. Donc, finalement, c'est ce qui explique que nous sommes au bas de la vallée. C'est ça la mesure de ta profondeur dans la vallée des deux Afriques. Et ce sont les sociétés multinationales et les sociétés secrètes. Et donc, quand la convention a été faite pendant la transition de Amadou Toumani Touré,
c'est sous le régime de Alpha Omar Kounari que le Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta a signé le décret donnant le permis d'exploitation à la société Ranggold Resources Limited, qui est enregistrée dans un paradis fiscal à Jersey, en Angleterre, pour la pratique de la fraude, de la dissimulation et le blanchiment. Nous les avons combattus maintenant il y a 12 ans qu'on les combat. Et c'est eux qui exploitent l'or avec des jeunes qui sont sortis de l'ENI. Ils sont seulement là comme directeurs exécutifs, mais ceux qui sont les vrais artisans qui sortent l'or à 200 mètres de profondeur où je suis descendu pour voir, ce sont nos enfants. Donc, quand la Banque mondiale les a forcés en 1992 d'adopter la convention type des sociétés multinationales minières, eh bien c'est IBK le 4 août 1999 qui a signé le premier décret pour l'exploitation de l'or et les autres produits à partir de Mourla. Et c'est parti. Kéniéba aujourd'hui a plus de 5 mines. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est pourquoi l'indice de développement humain est basé sur quoi? Sur le développement social. Donc, si Kéniéba n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, alors qu'il devrait avoir, si les choses s'appliquaient comme l'avenant qui a été approuvé par la SEMA, la SEMA a fait approuver de 20%, eh bien Kéniéba allait avoir 150 milliards au moins par an. Et un village qui s'appelle Gungouto, la 10e mine en 2012, quand le Mali tombait, va avoir 3 à 4 milliards. Donc, tant qu'on ne comprend pas la vallée des deux Afriques, en fait, qui a été validée par 60 généraux, colonels et hauts fonctionnaires de 13 États du Sahel le 8 mai 2013 à Dakar, sous l'égide de l'Union européenne et des États-Unis. Ça, c'est une donnée mondiale. La vallée des deux Afriques explique la crise sociale globale et sécuritaire dans sa cause profonde et dans ses relations sous-jacentes. C'est ce qui fait qu'il y a des organisations mobiles d'extrême violence. C'est ce qui explique qu'il y a des organisations de culture d'actifs de viande, ceux qui sont dans la fraude et tout cela, dans la corruption. Et c'est ce qui explique aussi que la Banque mondiale, FMI, OMC n'ont pas de futur. Ils sont de 1944. Moi, je suis de 49. Ils sont de 1944. Ils sont dans une situation avancée de quelque chose là. Quand tu vieillis, quoi. Je ne vais pas dire ça pour le respect des auditeurs. Et l'ONU, les ONG et les PTF, qui sont nés en 1945 avec la Charte des Nations Unies, toutes ces organisations-là sont suffisamment vieilles pour ne pas continuer dans leur forme. Et le Mali, l'État président du Mali, va permettre de changer la Charte des Nations Unies. Et qui va introduire un système mondial financier qui va nous permettre de nous développer tranquillement. Donc, en réalité, il faut savoir que nous sommes là à cause des sociétés multinationales et des sociétés secrètes. Dans ça, il y a les sociétés multinationales comme Ranggold et tout ça, mais il y a des sociétés secrètes dans lesquelles les Ibrahim Boubacar Keïta sont, et on les a combattus. C'est avec la maison Rothschild, la tête du serpent, pour le développement de l'Afrique. Ce qui se passe au niveau des régions de l'Iptako-Gourma, tout ça c'est connu. Donc, si on connaît ça, et si on sait qu'on doit arriver ici, où tu as un système de meilleure gouvernance, et tu as le principe de leadership inclusif et partagé, et un programme de communication stratégique pour occuper le tabouret à 3 pays et à 3 places, eh bien, Ibrahim Boubacar Keïta est tombé parce qu'il était seul pour occuper 3 places. La place du leadership social, la place du leadership économique et la place du leadership politique. Et si c'est le cas, le système de gouvernance est de mauvais, ça là, ce pied-là, il n'est pas bon. Et comme c'est 3 pieds, si un pied n'est pas bon, et bancal, ça tombe. Il n'a pas voulu partager le pouvoir avec le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le deuxième pied aussi est bancal. C'est cas qui va rester là-dessus. C'est pourquoi on a prédit que s'il n'accepte pas la transition de l'ère méditerranéenne de la démocratie à la nouvelle ère de l'espace démocratique, on a débattu avec lui en janvier 2013. S'il est élu sans passer par cette transition, il tombe avant la fin de son mandat. Le premier mandat a passé pour l'affaiblir,
il était finissant. Et le deuxième mandat était impossible qu'il termine. D'accord. Donc, tant qu'on n'a pas une bonne compréhension de là où on est et là où on va partir, et de faire tout pour faire le filtrage que ceux qui sont de l'ère méditerranéenne de la démocratie, ma génération, qui sont responsables de là où on est. Le ministre des Mines, à l'époque, c'était Yoro Diakité. Le ministre des Finances, c'était Soumaïla Cissé. Si vous leur remettez la transition, eh bien, ceux qui ont fait ce qui a été fait, qu'on n'appelle pas coup d'État, mais ce qui était à l'entente de Kati du 18 au 19 août, et qui a abouti à la préparation d'un document et ses deux annexes, la démission, le décret de démission de l'Assemblée nationale et du gouvernement, et après lui-même, la justification pour sa rénonciation volontaire de la balance de son mandat. Donc, on refuse le mot coup d'État. Parce que c'est interdit par l'article 21. D'accord. Voilà. Merci. Je m'excuse d'avoir été long. Non, je vous en prie. Merci, professeur Nyang. Alors, monsieur Ataï, alors, nous venons de suivre l'exposé de monsieur Nyang et du coup, ça nous interpelle sur les transitions. Nous sommes quand même un pays qui a beaucoup d'expérience finalement en matière de transition. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de ces transitions-là, que ce soit la transition où c'était Amadou Toumani Touré à la tête de la junte, et la transition 2012 où c'était Amadou Aya, mais après on a trouvé des formules, Djonkouda est venu. Alors, quelles leçons on peut tirer de ces transitions-là aujourd'hui? Bon, d'abord, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Et bonsoir aux chers téléspectateurs qui suivent avec beaucoup, certainement, d'intérêt. Même si certains ne pourront pas assez bien comprendre, mais c'était vraiment très intéressant ce tableau parce qu'il émane d'une réflexion très scientifique, très organisée et avec une méthodologie assez pointue. Moi, ce que je peux dire à l'instant, merci d'avoir précisé que je interviens sur ce débat-là à titre professionnel, parce que vous estimez que je pourrais contribuer à cet échange-là sur la transition. C'est vrai, c'est important aussi de signaler, parce que sur les réseaux sociaux, on a vu que alors, M. Ataï Ag Mohamed est membre de la CEMA, mais ce n'est pas à ce titre-là que vous êtes là, et donc vos positions n'engagent vraiment pas la CEMA, mais vous-même. Tout à fait. Alors, parce que aussi c'est mon domaine d'exercice, l'analyse politique des situations et aussi la question de l'évolution des conflits et des États. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est qu'il faut toujours évaluer le contexte dans lequel il y a eu ce que je ne vais pas dénommer, moi non plus, coup d'État tout à fait, parce que ça s'est passé dans un contexte spécifique, où à la fois il n'y a pas eu de violence dans la capitale. On sent que c'était vraiment d'un niveau assez préparé, ou plutôt qui est tombé sur un terrain assez adéquat pour se passer de cette façon-là. Il n'y avait pas de violence ici. Deuxième chose, c'est que le parti politique principal déchu ne s'est pas positionné en parti réprimé. Dans certains pays, on voit que lorsque le chef d'État est renvoyé, il y a toujours un camp qui se manifeste, qui dit non, il y a ceci. Donc, on a vu des petites choses qui sont produites, mais ça n'a pas continué. On sent que, par exemple, la majorité présidentielle de l'ancien président, Ibrahima Boubacar Keïta, ne s'est pas positionnée dans une manière de défendre les projets de l'homme ou de défendre l'idée qu'il soit déposé de cette manière-là. Ça, c'est un élément important dans ce processus. La deuxième chose qui est particulière, c'est que pour une fois, nous avions eu cette déposition du chef d'État pendant qu'il y a déjà un accord de paix, ou un accord pour la paix entre des mouvements des régions de l'Azawad et le pouvoir central. C'est que, par exemple, en 1991, il n'y avait pas encore le pacte national. C'est après le coup d'État du président Moutoué qu'il y a d'abord les négociations pour la signature du pacte national le 12 avril 1992. Oui, c'est ça. Et deuxième élément aussi, c'est qu'en 2012, lorsqu'il y avait eu en mars le putsch ici à Bamako, il n'y avait pas encore un accord politique entre le gouvernement central et les mouvements. Mais cette fois-ci, il y a une particularité, c'est qu'il y a eu un putsch où il y a déjà un engagement politique et que la première déclaration des hommes qui tiennent les pays ont dit « Nous reconnaissons cet accord politique et nous voulons qu'il continue ». Ça, c'est un élément très capital.
un autre élément qu'il faut prendre en aspect, c'est que sous ATT, il n'y avait pas eu de mission de la CEDEAO avant qu'ATT ne tombe. Mais cette fois-ci, il y a eu des missions avant que le président Ibeka ne tombe. Et vous savez qu'il y a eu un tempérament qui a été pris par la CEDEAO, par l'Union africaine. Il y a déjà une mission des Nations Unies installée, qui écoute, qui entend, qui sait ce qui se passe. Donc, la communauté internationale avait déjà la température réelle, directe du contexte politique. Donc, il y a eu des missions, des bons offices qui sont arrivés à Bamako avant l'événement du 18 août et qui ont essayé de négocier, qui ont essayé de voir des sortes de crises. Mais là, elles sont revenues après que le président soit déposé, parce que moi j'appelle ça une déposition du président. Et c'est-à-dire que ça va aller, on sent que ça ne va pas être comme en 2012 où c'était vraiment chaud. Et un autre facteur qui est aussi important, c'est que ceux qui ont pris en ce moment, qui ont fait de Kati la capitale politique à l'instant où je parle, ne sont pas positionnés comme étant une continuité stratégique du M5. Ils se sont prononcés pour dire nous ne sommes pas en relation avec les M5. Ça veut dire quelque part, je trouve que c'est une ouverture pour toutes les tendances politiques du pays. Pour dire même à ceux qui sont déchus, qu'ils ne sont pas des partis prenants politiquement à un camp. C'est-à-dire que les M5 pourra venir les voir comme autant la majorité présidentielle, comme les mouvements signataires, comme la société civile. Ça, ce sont des éléments qui parlent en politique, en analyse politique. Et moi, je pense que ce sont des choses qu'il faut capitaliser, qui ne sont pas mal à capitaliser. Jusqu'ici, on a en face de nous une organisation, le CNSP qui tient. On sent une certaine... on sait qu'ils ont appris de ce qui s'est passé. On les sent. D'un point de vue expression, du verbe qu'ils utilisent, de la patience, de la courtoisie, et même de comment ils ont réussi la mission de la CEDEAO, de comment ils lui ont laissé accéder à tout ce qu'elle veut. On sent vraiment que... Et d'un côté, c'est pourquoi on peut tout de suite constater qu'on va passer à une transition moins complexe que ce que l'on connaît, parce que même les pays de la CEDEAO n'ont pas eu les mêmes discours lors des premières déclarations. On l'a vu avec le Sénégal, qui a une position un peu plus particulière, le Burkina Faso, bon, la Côte d'Ivoire, on sait pourquoi un peu, il y a ces raisons qui sont justifiées. Donc moi je pense que... Oui, Guinée-Bissau aussi qui a... Donc moi je pense que là, je vais résumer pour dire que nous sommes en train d'aller vers, jusqu'ici, une forme de préparation de transition, et les sorties de porte-parole du CNSPC, le colonel-major Diaw, je crois bien, et qui... Non, c'est l'autre... Wagé plutôt. On sent qu'il rassure que rien n'est fait. Et que ce qui va se passer comme conduite de la transition, comme fait de route de la transition, comme contenant de la transition, comme durée de la transition, sera discuté à l'interne. Ça, c'est capital, c'est très rassurant. Ce n'est pas ce qu'on connaissait dans les putsch ou dans les coups d'État antérieurs. Et là, moi, j'ai plus de vigilance à parler de coups d'État pour cette fois-ci, même si dès qu'on dépose quelqu'un, on sent qu'on pourrait le qualifier comme ça. Mais moi, je pense qu'il y a eu assez de maturité dans les actes, assez de vigilance dans les sorties et assez d'attention dans les propos pour que l'on puisse enfin penser que l'on pourrait enclencher une transition politique, mais avec des propositions que l'on fera, que l'on estime être aussi des propositions qui peuvent être vues dans ces cadres-là. C'est ce que je peux dire au début. Merci. Merci. Alors, M. Maïga, et pour vous, quelles sont les leçons à tirer des transitions précédentes? Merci tout d'abord, Robert, de m'avoir invité. Merci à Africable et merci aux téléspectateurs. Et merci aussi au professeur qui a su bien présenter ce tableau très intéressant, auquel, en partie, je peux dire que je n'adhère pas parce que je suis d'une nouvelle école, plus nouvelle, et qui se dégage un peu de ça. Parce que, bon, si vous me permettez, je vais un peu réagir sur le tableau du professeur. Je pense que le Mali doit grandir. Les Maliens doivent grandir. C'est un peu difficile pour moi de le dire parce que je suis malien et je suis au Mali. Mais il faut le dire. Le monde international, les relations internationales, les relations entre les pays, les relations entre les organisations internationales n'ont jamais été des relations d'amitié ou des relations de bons rapports. Ce sont des rapports d'intérêt. Il faut l'entendre, il faut le comprendre, il faut l'intégrer dans tout ce qu'on fait. Un État doit vivre avec tous ces éléments-là. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est un principe de réalité des relations internationales.
Peut-être qu'on ne le dit pas toujours à la télé, peut-être qu'on ne le dit pas toujours assez fort à la radio pour qu'on l'entende, mais c'est la réalité, c'est comme ça que là, ça se fait. Dans les rapports, dans les réunions de haut niveau à dimension internationale, on va trouver tout type d'acteurs qui jouent différents types de rôles. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, comment amener le Mali à quitter sa place pour hausser son niveau et avoir un autre niveau? Je pense que la réflexion doit amener à ce niveau-là. Comment on va grandir? Qu'est-ce qu'on doit respecter comme étape pour franchir des caps et grandir? Et c'est ça, pour moi, aujourd'hui, l'enjeu. Ce n'est pas une question forcément de personnes. C'est pas forcément une question de personnes. C'est une question globale, j'ai envie de dire. C'est une question nationale. C'est l'éducation. Ça nous interroge. La relation internationale d'un pays à un autre, d'un pays à une organisation internationale, c'est d'abord une évaluation. C'est d'abord, si je peux me le dire, le résultat de l'évaluation interne. Quel est le niveau de celui qui va représenter le Mali pour négocier tel type de contrat? C'est un exemple. Si le niveau n'est pas bon, le résultat ne sera pas bon. Si le niveau du pays n'est pas bon, le résultat ne sera pas bon. Ça interroge beaucoup de choses, y compris notre façon de voir l'éducation, nos valeurs, comment on réactualise les choses. On ne parlera jamais assez de la faiblesse de notre système éducatif, mais je pense que ce sont des éléments importants à interroger avant d'aller sur une dimension plus internationale et, entre guillemets, où on arrive à condamner, j'ai envie de dire, à indexer, le professeur m'excusera, d'autres personnes et ne pas nous accuser nous-mêmes. Il faut qu'on s'accuse. On est accusé. Et ceux qui sont passés avant nous peuvent être accusés. Maintenant, pour quitter un peu et revenir à votre question, moi je pense qu'il y a eu différentes étapes dans l'histoire du Mali. Je suis assez jeune, mais je pense que grâce à des personnes comme le professeur, nous aujourd'hui on a cette chance de pouvoir bénéficier de toute cette histoire. Modibo Keïta, le Mali n'est pas né en 1960. Le Mali est né bien avant 1960. On va dire que ce qui a existé en 1960, c'est un État qui est reconnu à part entière par l'ONU et qui a un président. Sinon, il y a un processus qui a suivi. On a quitté l'AOF, on a quitté bien avant l'AOF une certaine forme d'organisation, des empires et tout ça. Et on est arrivé au Sénégal, avec l'histoire de la fédération du Mali, finalement on s'est dit on ne va pas s'entendre. Il y a eu des relations un peu difficiles avec Houphouët-Boigny, avec Senghor, et finalement on s'est retrouvés. Mais on s'est retrouvés comment ? On s'est retrouvés avec un président qui effectivement est le père de la nation. C'est important la nation, quand je dis la nation, qui est le père de la nation, entre guillemets, mais qui a 8 ans. Il a eu seulement 8 ans pour construire quelque chose. Mais on ne peut pas construire quelque chose sur 8 ans. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Mali est un grand pays. Le Mali est un pays divers et varié. L'échec de Modibo Keïta, moi je le dis, c'est un échec. Mais ce n'est pas forcément de sa faute. Il faut le dire, c'est un échec. 8 ans, après les 8 ans, il y a un coup d'État qui a cassé son mandat. Et après, on l'a tué. Il est mort. Je veux dire, c'est quand même très important à prendre en compte. Qui est venu après ? On a eu un militaire. C'est important, ce processus historique. On a eu un militaire qui a fait 23 ans au pouvoir, qui finit, qui est aussi renversé. On continue le processus de rupture institutionnelle et constitutionnelle, si vous voulez. On casse et on reprend. C'est pas bon de casser et de reprendre. En général, quand on construit une maison, quand une partie n'est pas bonne, on réfléchit 40 000 fois avant de se dire on va casser. Oui, mais justement, à chaque fois qu'on a cassé, on est passé à une période transitoire. Et comme on en connaît beaucoup, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent savoir finalement s'il n'est pas temps d'interroger ces périodes transitoires et de tirer les leçons alors qu'ils peuvent nous permettre d'aller de l'avant maintenant cette fois-ci. Aujourd'hui, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce qu'on a pu engranger
comme leçon de ces différentes ruptures et des transitions qu'on a connues puissent être réellement des bases solides pour construire une transition solide. Ce n'était pas bon. Il faut le dire, je pense. En tant qu'analyste, nous, on regarde ces choses-là et puis on se base uniquement sur ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, comment ça s'est passé, pour dire, en fait, est-ce qu'on peut y aller ou pas. Moi, je suis content aujourd'hui de vivre dans un pays qui a vécu une rupture constitutionnelle et institutionnelle de 2 semaines et on est quand même tranquille. C'est quand même, ça montre une autre dimension. C'est pas partout où on peut trouver ça. En plus, avec des militaires qui, finalement, on ne les voit pas. Ils sont en train de faire autre chose. C'est exceptionnel. Moi, j'ai envie de dire, en fait, il faut questionner ça. Mais ça n'a pas été comme ça à chaque fois. Aujourd'hui, si vous voulez, moi, je pense que c'est que mon collègue vient de dire, c'est que il y a quand même quelque chose qui se passe, qui est intéressant à regarder. Il faut aussi laisser les gens travailler. Aujourd'hui, moi, j'ai eu beaucoup de mal à venir ici parce que je me dis c'est assez tôt pour qu'on puisse s'exprimer sur cette question-là de la transition. Parce que ceux qui sont en train de travailler sont en train de travailler. Ils n'ont pas fini. Ils ont beaucoup de questions à se poser. Ils ont beaucoup de choses à faire. Et il faut qu'on soit aussi dans la réflexion avec eux, pas contre eux, ni pour mettre en cause. Parce qu'on ne sait pas encore ce qui est en train de se dire et ce qui est en train de se passer. Il faut être vigilant et les aider. D'accord. Merci, Monsieur Maïga. Professeur Nyanga, alors, il s'agit pour vous désormais de rompre avec l'époque mitterrandienne de la démocratie pour ouvrir une nouvelle ère. Et pour cela, nous allons passer par une transition. Alors, quelles sont, selon vous, les missions qui doivent être celles de cette transition-là? Il faut fixer des objectifs. Les micros. Il faut fixer des objectifs. L'objectif, on a travaillé là-dessus pendant longtemps, c'est l'objet d'un livre, le livre vert. Le livre blanc se trouve sur Google, les gens peuvent aller chercher. Le livre vert a organisé les citoyens en coalition d'action citoyenne pour ne pas avoir les sociétés civiles alimentaires. Et ils ont les citoyens ont comme objectif la dignité retrouvée, la grandeur de la société restaurée, la croissance économique relancée pour sortir de la vallée, la rémunération revalorisée. Et si on suit ça, qui sont des objectifs spécifiques, on arrivera à l'indépendance économique de l'Afrique. Et le Mali, on a dit, le Mali joue le rôle de l'État prééminent qui a la responsabilité d'amorcer le processus de convergence de vues, par exemple, sur l'indépendance économique de l'Afrique, sur la souveraineté économique des nations africaines, sur la restauration du droit de propriété sur les ressources naturelles des côtés territoriales, que certaines peuvent être élevées au niveau des régions-États comme les régions-États-Unis de la Zabad. Et demain, la région-État de Kenya, la région-État de Bougouni. N'est-ce pas? Et après, il faut que les citoyens, le message soit clair dans les jours à venir, qu'on va restaurer le droit de jouissance des citoyens sur leurs terres agricoles et minières. Quand on crée, par exemple, une société minière, on donne un permis de 200 km². On dit vous n'avez plus le droit de venir là-bas pour faire l'agriculture ni faire l'orpaillage, qui a permis à Kankou Moussa d'aller à la Mecque et de déranger le système financier mondial pendant 10 ans. Donc, il faut que la transition annonce que son objectif, sa stratégie, c'est d'amorcer le processus. Pas de réaliser. D'amorcer le processus de convergence de vues là-dessus. De convergence de vues là-dessus. Et cela ne demande pas plus de 6 mois. Et 6 mois, c'est une période optimale qui se situe en dessous de ce qu'on a observé dans la CEDEAO, qui va de 7 mois à 12 mois. Si on les déclare, on sait que ce qu'on est en train de dire est basé sur une analyse scientifique. Ils sont tous des analystes. Je suis très content que ce que nous avons comme science ici, c'est une mutualisation de connaissances.
qui doit continuer dans la persévérance et la droiture pour élucider des citoyens, pour élucider le groupe qui est là. Que nous avons, je ne pense pas que j'en ai eu en formation, même quand on a amené tous les hauts fonctionnaires de la défense sous Moussa Bara, je ne me souviens pas qu'il y en a, mais l'ancienne équipe, nous les avons formés. Et nous sommes prêts à leur donner un atelier d'initiation de 90 minutes sur ce que la transition peut atteindre comme résultat. Vous êtes des analystes, vous pouvez servir comme facilitateur. On doit continuer dans la persévérance, ce que tu viens de commencer. Et là, la première chose à faire dans les jours à venir, de la même manière qu'il y a eu une ordonnance en avril 92 avec Sako et tout, avec ATT, il faut aller prendre une ordonnance pour modifier l'article 20 de la Convention d'établissement des sociétés minières. Ils auront de l'argent, ils n'auront plus besoin de l'architecte du cartel bancaire supranational qui nous exproprie. Et c'est normal, moi, on m'a chargé, ou on m'a réquisitionné le ministère de la Défense américaine de 2008 à 2013 pour former les hauts fonctionnaires civils et militaires de l'Afrique. Avec toujours la France représentée par un colonel et le Portugal représenté par un général pour représenter l'Union africaine. Non, pardon, l'Union européenne. Et c'est tous les États qui sont là-bas, des généraux marocains comme des généraux sud-africains. On les a formés sur les principes et les relations économiques fondamentaux qui permet d'amorcer la globalisation. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'on va faire, mais c'est le lien qui existera entre l'exécutif actuel et le chercheur. Allez-y voir le livre de professeur Milton Friedman, La tyrannie du statu quo. Pour se sortir de la tyrannie du statu quo, il faut aller chercher le chercheur qui a supposé qu'il y aura la crise. Et quand la crise est réelle, vous partez le voir pour le réquisitionner. Il amène ses solutions qu'il a trouvées. Peut-être qu'il est en train de réserver pour un prix Nobel. Vous l'amenez pour venir vous dire, voilà ces solutions, vous êtes sur réquisition selon l'article 6 de la loi 04051 du 23 novembre 2004 portant Organisation générale de la défense nationale qu'on appelle la loi IBK. Donc, s'ils font cette ordonnance et que les régions de l'Azawad, les régions États-Unis de l'Azawad, sont rassurés que l'avenant a fait l'objet de cette ordonnance. C'est-à-dire l'avenant est dans l'ordonnance. Ils n'auront pas de problème. Parce que si demain, on facilite l'implantation de la branche de la co-entreprise Sanou dans les régions de l'Azawad, c'est toutes les autres ressources minières qui vont suivre ce modèle de globalisation. En quoi ils vont écouter des extrémistes violents pour les faire sortir? Non. Donc, la co-entreprise Sanou, avec l'amendement de la convention d'établissement, permettra à toute l'Afrique d'avoir la souveraineté économique sur leurs ressources naturelles. D'accord. Donc c'est extrêmement important que dans les jours à venir, qu'ils nous laissent faire notre travail. Qui il? L'exécutif présent. D'accord. Donc, et là, on crée les conditions nécessaires pour aller vers notre intégration. Qui peut dire que l'avenant est criminel? C'est l'entente internationale du 15 mai 2015 qui l'a approuvé. D'accord. En annexe, l'avenant du 20 juin. D'accord, professeur. Et nous, dans toutes les autres régions du Mali, pas l'or seulement, il y a l'Office Niger qui est dans la main. Parce que ce que vous devez savoir, il y a beaucoup de terres agricoles et minières qui sont encore la propriété de la France.
Donc, cette ordonnance permet de lever cette menace. Parce que la guerre économique mondiale a été ratée. Et on remercie toujours pour la capacité de réflexion stratégique de nos amis du Nord. Ils m'insultent beaucoup là-dessus. Mais un chercheur n'a pas besoin de noter qu'on m'a insulté aujourd'hui ou on m'a insulté demain. Ça n'a pas d'importance. D'accord. Voilà. D'accord, merci professeur Niang. Monsieur Ataï, voilà, n'oubliez pas votre micro. Alors nous venons de suivre le professeur par rapport aux objectifs, et même il a un peu parlé de la durée, mais on va revenir sur la durée. Alors, mais déjà, est-ce qu'on peut parler des difficultés auxquelles va être confrontée cette période de transition chez nous? Donc, d'abord, permettez-moi de préciser, parce que quand vous parlez à la télévision directe, il y a des gens qui risquent de pas bien comprendre. Quand je disais qu'il n'y a pas eu de violence lors du putsch ou lors de la déposition du président, je me rappelle bien qu'entre un jouet et des violences et des morts à Badlabougou, tout ça. Mais je parle du jour même de la déposition du président. Je crois que cela a été précis. On avait même parlé du 18 et du 19 pour ne pas être août. Le deuxième élément, c'est que je vais ajouter comme paramètre important à prendre en charge, c'est que le CNSP n'a pas déclaré que la Constitution est suspendue. Ça, c'est important. C'est un élément aussi nouveau dans le cadre de déposition du chef d'État. Donc, ils n'ont pas évoqué que la Constitution soit suspendue. Mais il y a des institutions ciblées qui ont été supposées dissoutes ou éliminées. Maintenant, la transition, moi je parle de transition politique dans ce pays. Je vois que le professeur va loin, il prend en compte d'autres aspects. Il y a plusieurs formes de transition. Mais moi je parle de celle tout de suite, après qu'on est en train de passer à une phase importante. La transition cette fois-ci, vu tout ce qu'on avait cité, vu tous les éléments, vu tous les paramètres, les défis en face, parce que les défis ne sont pas, on n'a pas besoin de, ils les connaissent déjà. Ils sont connus de tout le monde. Elle doit être une transition qui a d'abord des temps, parce qu'on a besoin de refonder l'État. Vous savez, l'État c'est pas un jeu, l'État c'est pas un club, l'État c'est pas une retrouvaille, l'État c'est quelque chose de périn, de solide, d'imposant, de continu. On ne peut pas faire de l'État des situations, des circonstances, des contextes, des retrouvailles, mais il faut que l'État soit quelque chose qui se manifeste par une forme de pérennité réelle. Comme tous les États que l'on voit, qui ne sont pas forcément des États très forts d'un point de vue international, mais quand même à l'intérieur, dès qu'ils y rentrent, ils sentent très bien que... Donc il y a un travail profond à faire. Et ce travail a besoin de temps. Et moi, ce que je peux proposer, d'ailleurs j'avais proposé, beaucoup de gens l'ont commenté sur ces questions-là, j'ai dit qu'il faut qu'on aille à une constituante. Cette transition, il faut aller à une constituante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une forme d'assemblée constituante qui va se parachever par une conférence nationale souveraine pour que l'on puisse travailler sur les véritables réformes, comme celle de la Constitution. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'accord de paix d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali qui parle. Il y a un besoin. Il y a par exemple les conclusions phares du DENI que qui par disent exemple les là, militaires entendent quand même mettre en application. Pourquoi une nouvelle conférence nationale souveraine, monsieur? Souveraine, vraiment souveraine, parce que le DENI n'était pas souverain. Le DENI était juste une consultation. Le gouvernement a voulu que ce soit pas assez de souveraineté. Okay. Donc il faut une constituante. Il faut forcément un gouvernement de transition qui, à mon avis, doit avoir au moins 18 mois d'exercice, à mon avis, 18 mois. Certains diront que c'est beaucoup, mais c'est à réfléchir. J'imagine aussi qu'en même temps, nous avions besoin en ce moment, vu le contexte dans lequel nous sommes, qu'il y ait une sorte de mécanisme conjoint transitoire de défense et de sécurité, qui est délocalisé au centre, qui regroupe à la fois les forces nationales de défense et de sécurité, les mouvements signataires de l'accord, tous ceux qui s'engagent à accompagner les restaurations de l'état de droit, et qui ont des armes, mais qui acceptent aussi les principes qui sont fixés par la Constitution et par les résolutions du Conseil de sécurité, de se retrouver pour que l'on réduise les champs de violence, le temps que l'on passe cette transition-là, le temps qu'il y ait des réformes en matière de défense et de sécurité, qu'on ait une véritable politique nationale de défense. Parce qu'il n'y en a pas. Au Mali, je vous l'ai dit, j'ai dit ici, j'ai mis à défi des gens. On a ce qu'on appelle une politique nationale de sécurité, mais on n'a pas une politique nationale de défense. Elle n'existe pas au Mali, la politique nationale de défense. Autre chose que je voulais proposer, c'est mettre en place un cadre national de médiature qui est transitoire également, qui va s'occuper des crises sociales, comme les enseignants, comme
je sais pas, les litiges, comme certains aspects, comme discuter avec d'autres factions qui ne sont pas forcément très attachées aux radicaux, ni très aux membres de l'accord, mais qui sont là, qui voudraient être associés. Je pense qu'il faut avoir un cadre national de médiatures sociopolitiques dirigé par quelqu'un comme j'avais proposé, comme Mahmoud Diko, Imam Hidoku, par exemple. Un autre élément, c'est que l'accord pour la paix et la réconciliation, c'est un accord qui évoque des réformes. Et ces réformes ne peuvent pas se faire entre uniquement le gouvernement et les mouvements. Quand on parle de réformes, il y a des procédures. Une réforme passe par un parlement. Il vote d'abord. Ensuite, il y a un décret de promulgation. Donc, moi, je pense que mais cet accord évoque des choses qui peuvent être tout de suite réalisées pour maintenir un minimum de stabilité et de quiétude. Alors, j'ai proposé une forme d'autorité. Je ne sais pas comment il va l'appeler. Les intitulés, je ne vais pas les utiliser beaucoup, mais il me paraît important qu'il y ait une coordination forte aussi qui exécute certains aspects possibles de l'accord, le temps que l'on passe aux véritables réformes qui bloquent beaucoup. Parce qu'il y a des choses, comme il a dit, les États-régions, comment on appelle ça, la régionalisation là, les transferts de compétences, des services déconcentrés de l'État, tout ceci là, sont des choses qui ne peuvent pas se réaliser tant qu'on n'a pas prévu des éléments dans la Constitution qui permettent de prendre de l'organique, qui permettent de prendre de l'ordinaire pour que cela puisse être opérationnel sur le terrain. Donc, moi je pense que cette transition va être, certes, ce que je cite est assez lourd, mais il peut être aussi revu d'une autre manière par les gens qui s'y connaissent très bien. Mais je crois que cette transition doit se montrer assez particulière, doit se montrer pas que pour juste qu'on passe à des élections, parce que dans beaucoup de cas on dit qu'il faut une transition à la démocratie. Moi je dis souvent en tant qu'analyste, je dis il faut faire la nuance entre ce qu'on appelle la bonne gouvernance et la gouvernance démocratique. Aujourd'hui on a besoin d'une bonne gouvernance en attendant que l'on puisse avoir des institutions démocratiques pour penser à une gouvernance démocratique. Donc, il y a cette transition est également d'ordre politique et économique. Il a cité ces aspects économiques. Donc, là, moi, je vais m'arrêter là pour dire que, pour ne pas être long, que dans cette transition-là, déjà, il y a une ouverture. On sent qu'il y a une ouverture pour tout le monde, qu'elle se fasse cette ouverture-là, qu'on trouve les bonnes canevas, mais qu'on évite aussi les choses assez pléthoriques là, qui traînent, qui ne font pas grand-chose. Il faut l'éviter. Cependant, c'est bien le fait qu'on sente qu'il y a une volonté d'inclure toutes les sensibilités du pays. Et on sent également le fait que ceux-là qui ont la main en ce moment-là disent clairement que le reste va se discuter entre les concernés directement. Ça, c'est un message clé qu'il faut encore répéter, qu'il faut encore renforcer. Donc, c'est ce que moi je peux dire pour le moment. J'avais cité tous les éléments qui favorisent cet aspect-là. Moi, je crois que il y a des leçons à tirer et je sens que ces leçons sont tirées par les gens qui tiennent la chose. Et je vois qu'il y a des choses qui sont favorables. C'est pourquoi vous allez sentir que dans la sous-région, d'ailleurs je lisais tout de suite en venant que après la Russie, la France est arrivée à Kati. Il y a une coopération bilatérale. Au nom de la coopération bilatérale entre des États et les CNSP, c'est très particulier comme aspect. Ils sont en train de partir tous et chaque fois qu'ils terminent une séance, on nous communique que c'est dans le cadre des relations bilatérales. Donc ça veut dire que quelque part, même les États entre eux-mêmes sentent que c'est différent, comprennent que c'est différent et ont envie que ça relance très vite. D'accord. Merci M. Ataï. M. Maïga, alors selon vous, quelles sont les difficultés qui attendent cette transition, mais aussi quels sont les atouts dont elle peut disposer? Merci. Je vais d'abord commencer parce que, comme il y a mon professeur qui est à côté de moi, je préfère dire que je ne partage pas la question de l'urgence et du civil forcément. Quand vous dites par exemple qu'il nous donne, donc je prends ça comme quand vous mettez du côté civil. Vous dites ça. Et les deux, moi, je ne les partage pas parce que je pense que la crise que le Mali a vécue, déjà sous ATT, après ATT. Essayez de parler un peu plus fort, voilà. M. Maïga. La crise que le Mali a vécue sous ATT, après ATT, et disons sous IBK, et aujourd'hui, ça nécessite du temps pour se réinventer, pour se poser des bonnes questions. Moi, je ne pense pas qu'il faille à un moment donné ou à un autre mettre l'épée de Damoclès du temps et de l'urgence sur la tête de ceux qui dirigent actuellement. Ils ont un devoir
envers les Maliens et envers l'avenir de tout ce qui va naître après. Parce qu'on ne doit pas se rater sur ce coup. Et il faut leur laisser le temps pour bien faire, pour faire ce qu'ils ont prévu de faire. Moi, je pense que les Maliens doivent maintenant s'inscrire dans ce que les militaires eux-mêmes ont appelé une dimension inclusive de ce qui va se passer. Déjà, ça va se passer entre les acteurs concernés et il faut les laisser faire. Moi, je pense qu'il faut, à un moment donné, apporter ce qu'on peut apporter en termes de critique, en termes d'analyse et leur permettre d'être sur le bon chemin et ne pas se rater pour l'intérêt commun. Ça, c'est la première chose. Maintenant, sur le cas des civils, moi, je pense qu'il y a effectivement la question de savoir s'il faut à un moment donné une transition civile ou une transition politique. Mais la justement, question avec qui mais cette transition? La question n'est pas là. Je pense qu'aujourd'hui, dans le débat sur cette question de la transition, il y a des erreurs qu'on commet, qu'on voit sur les réseaux sociaux. On parle d'acteurs et on parle aussi de quelque chose de l'ordre de... On parle de l'acteur et on parle du temps. Mais non, c'est faux. On l'a fait sous Modibo, c'est raté. On a fait vite, on a fait fort. On a fait, après Moussa Traoré, on a fait vite, on a fait fort. Après, on a fait sous ATT. C'est pareil. Mais maintenant, il faut apprendre de l'histoire. Oui, maintenant, attendez. Mais si l'État n'est pas déterminé. Non, attendez, monsieur. Attendez, monsieur dit ça. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un processus. Il faut l'accepter, ce processus-là. Et ce processus-là demande, en fait, du contenu. Il faut mettre l'accent sur le contenu. Qu'est-ce qu'on veut que cette transition-là qui se mettra en place va faire? Justement. Pour amener l'État. Donc, l'État. Donc, maintenant, il faut oublier le temps, il faut oublier les acteurs, temporairement, quoi. Il faut se permettre que tous, même ceux qui sont dans la rue, qui puissent se permettre de poser la question. Mais permettez-moi, je reste toujours avec vous, Monsieur Maïga. Le temps est très important dans cette analyse-là, dans la mesure où on peut faire une chose en une semaine, de même qu'on peut faire la même chose en un mois. Alors, si on ne dit pas aux gens, alors, vous avez tel nombre de jours, de mois ou d'années, ça peut traîner les pieds à tout moment. Non, moi, vous ne trouvez pas? Non. Je pense qu'il faut qu'on se rassure. Je pense que quand les militaires sont arrivés, moi, je ne suis pas un défenseur des militaires ou quoi que ce soit. Je suis un analyste et je me fie à ce qui se passe. J'analyse ce qui se passe. Quand ils sont venus, ils ont pris le pouvoir, ils ont dit des mots. Ils ont sorti, ils ont fait des communiqués. Ils sont bien organisés à ce niveau. Ça a été, les mêmes choses ont été répétées par le colonel Ouagé. Je pense que tout le monde l'a entendu. Je pense que c'est même hier qu'il l'a dit. Maintenant, il faut faire confiance. Il faut qu'on arrive à se faire confiance, en fait. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là qu'il faut être. Les relations humaines, les rapports entre des humains, la négociation, et surtout dans ces conditions-là au Mali, ce n'est pas facile. Ça ne sera pas facile. Je pense que les gens sont un peu... l'accalmie actuelle justifie juste le fait qu'on n'est pas en train de parler du contenu. Sinon, quand on va parler du contenu, vous allez me le dire, vous allez voir que ça va chauffer, comme on dit entre guillemets. Parce que là, ce qui est en train de se discuter, c'est plutôt le sort de certaines personnes qui sont maintenues. Maintenant, quand on va réellement revenir sur le contenu, c'est qu'on va se poser comme question. Oui, mais M. Maïga, rapidement, un exemple, quel contenu, par exemple, nécessiterait qu'on ne demande même pas, qu'on ne délimite même pas le temps? Un exemple de contenu qui ne nous obligerait vraiment pas à demander du temps. Vous savez, on parle d'un pays. Mon ami, il vient de parler de ce qu'on appelle des accords. Vous savez, il y a déjà les recommandations du dialogue national inclusif. Il y a aussi la question de l'accord d'Alger. Il y a aussi d'autres accords qui sont là. Il y a, en plus de ça, on parle de reformer la Constitution. Vous voyez, ce n'est pas facile. Il faut qu'on soit méthodique sur cette question de la refondation de l'État. Ce n'est pas une question de juste une transition. Il s'agit en fait tout d'un processus qui doit être méthodique pour amener en fait à l'État, à la normalité. On ne peut pas sauter des étapes pour aller à la normalité. Il faut respecter toutes les étapes. Et en termes de contenu, justement, donc je mets la dimension sur le contenu. On a parlé de la dimension politique ou technique. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Tout ça, il faut les laisser. Il faut d'abord
que les gens rentrent dans une optique méthodique. On va proposer des choses. Ou bien, on va proposer des choses qui seront encore à réfléchir. Et je pense que dans ce sens-là, il y a des choses qui naissent. Moi, je pense que, sur ce coup, je pense qu'il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier. La constitution malienne actuelle ne peut plus fonctionner, ne peut plus rien faire. Donc ça veut dire qu'il y a un incontournable passage de cette constitution-là à une autre constitution pour après organiser des échéances électorales. Ça, juste ça, il faut imaginer le temps que ça prend en termes de dialogue, en termes de technicité et en termes aussi de temps. Il faut réellement qu'on arrive à calibrer et à évaluer le temps qui sera pris pour réaliser toutes ces choses. On a une mission. Ces militaires ont une mission. La transition aura une mission. Ce ne sera pas de la politique, ce ne sera pas des relations. Il faut juste se dire, on veut tel résultat et on a tel processus pour amener au résultat. C'est uniquement ce qui doit déterminer le choix des personnes. D'accord. Merci, M. Maïga. Professeur, en vous écoutant et en écoutant M. Maïga, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un sérieux problème d'attente. Les attentes qu'on a vis-à-vis de cette transition. Pour M. Maïga, les attentes sont tellement énormes qu'il ne faut pas quand même aller à la va-vite. Qu'en pensez-vous? Non, et vous savez, c'est un conflit de génération. Moi, j'ai 73 ans. Si on peut rester au pouvoir plus longtemps, si les jeunes rejettent de venir rapidement, je vous remercie au nom des autres. Moi, je n'en ai pas besoin. La transition aussi, c'est une transition de leadership. Donc, il faut savoir ça. Et en tout professionnalisme, les deux sont des chercheurs. J'ai lu son papier et je crois que j'ai commenté là-dessus. Un chercheur, il anticipe sur la crise. Depuis, on a anticipé en janvier 2013 et le 8 mai 2013 que IBK ne va pas finir son mandat. Il y aura une rupture de son mandat. Le général marocain et d'autres m'ont contesté. Et ils m'ont rappelé dans la salle après 90 minutes. Pour 60 minutes. Ils m'ont donné 18,5 sur 20. J'ai la note là-bas. Ils n'étaient pas d'accord quand on a dit que si François Hollande dit qu'il est intraitable pour le mois de juillet, que IBK ne passe pas par une transition de 6 mois qu'il avait accepté et validé avec le doyen Kouyaté et avec le chef de Nioro, demandé à l'honorable Djarasouba, il va vous le dire parce que c'est lui qui m'a communiqué les résultats avant que IBK ne rentre dans l'avion pour Paris. Oui, on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Voilà, on est vraiment pris par le temps maintenant. Ce que je vais dire, je vais dire qu'aucun chercheur ne doit chercher la solution maintenant. Les solutions devaient être dans la main. Dans la main. Dans le sac du chercheur. Ce n'est pas maintenant. Si c'est maintenant, ce n'est pas bon. Ce sont des solutions de rechange qui ont été testées sur le plan même international. C'est ce que nous avons pour le Mali. La construction de l'État prééminent du Mali. Ce n'est pas la refondation. Et cette construction de l'État prééminent du Mali, il y a une vision qui a été présentée ailleurs. Il y a une stratégie africaine de création de licence qui a été vue ailleurs. Comme Atter l'a dit, nous ne sommes pas seuls. Et même un modèle de globalisation. Parce que nos terres ne nous appartiennent pas. Depuis 1496. Donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est quelques actions fortes. Et en ce qui concerne l'architecture institutionnelle version 2.1, elle est basée sur la loi 04051 du 23 novembre 2004 qui porte Organisation générale de la défense nationale et qui porte planification de la défense nationale. La responsabilité du président est définie. La responsabilité du Premier ministre est définie. La responsabilité des 3 ministres d'État sont définies. On ne va pas aller chercher d'autres lois. La loi qui est là. Maintenant, ceux qui disent que 92 n'est pas bon,
nous avons proposé 3 amendements pour le rendre opérationnel en attendant d'aller dans la constitution qui va nous conduire à la 4e République. On transite vers la 4e République. Il n'est pas possible de continuer avec la charte de la CEMA comme ça. Il faut nécessairement, qui a défini l'autre jour, que la zone qui est réservée pour le couloir d'orpaillage, que c'est dans ça, sans tenir compte de ce qui était défini à la Direction nationale des mines. Et c'est normal. C'est ce que l'accord dit, que des études locaux, issus de la gestion de leurs propres affaires. Il y a une entente internationale, ça, tu ne peux pas revenir là-dessus. Alors, professeur, et c'est très bien que les jeunes ont accepté ça. D'accord, pour aller. Donc, il n'y a pas de problème. Nous, les chercheurs qui sont là, qu'on se mette ensemble avec d'autres pour traduire en action, pour traduire en stratégie, pour traduire en mesure de sécurité ce qui a été déjà convenu et qui est conforme à la Constitution à l'heure actuelle et qui est conforme à nos engagements au niveau international, dont le pacte international relatif aux droits économiques, aux droits civils et politiques, et aux droits sociaux et culturels, qui a été négocié pendant 10 ans de 1966 à 1977. Donc, nous restons dans une structure qui ne permet pas aux autres de nous combattre. Et quand on dit, par exemple, que les règles de rétention de richesse permettent aux nations de l'Union européenne d'avoir 20% de l'or, de la richesse de Kidal, mais tu crois que la France va continuer à nous combattre? Non, parce qu'ils ont besoin du revenu universel. Ils sont en rareté de ressources sur leur sol. Donc, ils ne peuvent que compter sur ça. Et ce que nous avons proposé, qui est conforme à tout, la loi, le pacte, je vous assure, si ils sont d'accord de jouer leur rôle de relations co-intermédiaires civilo-militaires, avoir un président, je ne sais pas si on arrive à ce niveau-là, un président qui doit être nécessairement pour la transition un militaire. D'accord. Un général ou un colonel qui est bien formé en matière de planification, comme ils l'ont montré. Ce que tu as dit là, c'est des gens qui sont des planificateurs stratégiques. Ils ne sont pas comme l'autre génération que nous avons connue. D'accord. Donc on doit profiter de leur capacité de réflexion stratégique pour les aider à avancer avec des solutions pratiques. On peut les corriger, il n'y a pas de problème. Mais la CEDEAO ne va pas nous combattre si aujourd'hui on démontre par exemple qu'il n'y a plus de bonne gouvernance, mais il y a un système de bonne gouvernance, de meilleure gouvernance. Que le concept qu'ils ont utilisé pour nous punir n'est pas valable. Alors, professeur, en définitive, et ce sera votre dernier mot, ce sera votre dernier mot parce qu'on est vraiment préparé le temps. C'est passé. En définitive, combien de temps et avec quel type de ministre, de président il faut pour cette transition? Nous avons fait le travail même avec les noms. On a passé 8 mois à enquêter au niveau des partis politiques, avec la responsabilité définie, et nous ne sommes pas dans tous les partis politiques. Nous avons retenu les noms des gens qui devaient être premiers ministres, qui vont être ministres d'État chargés de la défense civile, ministres d'État chargés de la défense économique et ministres d'État chargés de la défense militaire. Si ce n'est pas de la publicité pour eux, j'allais le faire. Mais on a laissé le président, et avec Imam Dicko, si tu permets, avec Imam Dicko, on était d'accord sur une théorie. Kata Kulondala, au Kapsa Dala Kulonin. C'est-à-dire que le séco déchiré à la porte vaut mieux qu'il n'y a pas de porte. Donc, on avait conclu que ceux qui sont de l'ère maternelle de la démocratie, qu'ils ne sont pas aptes à diriger le Mali. C'est aussi clair que ça. C'est pourquoi il n'est jamais clair dans ce qu'il dit. Moi, je suis son grand frère. Il ne dit jamais la démission de Ibeka. Il reste évasif. C'est normal. Parce qu'il a pris un engagement bien avant le M5. On travaille depuis 2012 ensemble pour la transition. Donc, ce que je veux dire simplement, que les Maliens se rassurent. Il n'y aura pas de sanctions économiques parce que c'est illégal, c'est illégitime, c'est inapproprié et ce serait inapplicable. Moi, j'étais directeur de l'Afrique de l'Ouest pour les Nations Unies. J'étais économiste principal auprès des chefs d'État de la CEDEAO, du temps de Abdoulaye Wade et compagnie. Et comment il s'appelle, Tanja ou bien Gbagbo, qui sont des gens qui ne te laissent pas partir. Hein.
Tu ne leur donnes pas une théorie et puis tu t'en vas. Abdoulaye Wade, on a passé 45 minutes debout pour discuter de son modèle, de notre modèle. Donc, il y avait un bon nombre. La CEDEAO des chefs d'État à l'époque encore était bien. La CEDEAO des chefs d'État de maintenant, elle est médiocre. Et ils ne nous feront pas rater la construction de l'État prééminent du Mali. Donc, moi, je demande à ceux qui n'avaient pas consacré 5 ans, 10 ans, 15 ans de recherche qui est mature, qui a été présentée auprès des pairs pour certaines choses, par exemple l'économie, pour se sortir de la crise économique, il vaut mieux qu'ils restent à l'école. D'accord. Et qu'ils prennent ce que nous disons qui est très compliqué, des anciens chercheurs en réalité, qui prennent les résultats de recherche pour le rendre malléable, pour que DISA puisse le comprendre. Et que DISA apporte ça au niveau des citoyens. Donc, il y a un co-entrepreneuriat qu'il faut exercer. Et comme c'est mon dernier mot, justement, si jamais, je le dis encore ce soir, vous me prêtez à témoigner et vous l'enregistrez. Si jamais on ne passe pas sous la transition de l'ère mitterrandienne de la démocratie à la nouvelle ère d'espoir démocratique, ils vont abandonner le pouvoir comme Ibeka l'a abandonné. Nous l'avons prédit en janvier 2013, nous l'avons défendu le 8 mai 2013 auprès de 60 pairs des économistes, des généraux et des colonels, et c'est arrivé. Nos prédictions ne ratent pas. Nous avons revu le modèle. Si jamais les gens les trompent pour leur donner une inflation d'objectifs à atteindre, ils doivent premièrement prendre possession de l'or, qui permet aussi de nous sortir de la bataille entre le CFA et l'euro. Ils doivent, en ce qui concerne l'agriculture, nous avons développé un modèle qui a été approuvé au second atelier de lutte d'extrême violence organisé par les Américains et les Européens, où ce modèle permet de contrecarrer l'extrémisme violent. Il faut que dans les mois à venir, que les gens sont sur le terrain. On a l'ingénieur sur ça, on a celui qui est le modèle, ton étudiant qui est sur le modèle d'agriculture, et nous avons un ingénieur pour l'aménagement du territoire, et ils seront dans la zone de Nampala, Djoura, Ténenkou. Et en même temps, ils seront dans les régions de l'Iptako-Gourma et dans les régions sahariennes et dans les communautés de localités minières. Et on les voit sur le chantier. Et on rétablit les relations diplomatiques avec Israël immédiatement. D'accord. Nous avons des solutions. Ils sont là. Ils ne sont pas. Ils sont ouverts à tout le monde, tous les mardis, tous les jeudis soirs. Ils viennent pour la mutualisation de connaissances. Donc, ce n'est pas quelque chose on dit, on va aller réfléchir aux objectifs de la transition. On va aller réfléchir sur la stratégie de la transition. Non, c'est déjà, ça s'est dépassé il y a longtemps. D'accord. Merci, professeur. Non, je vous en prie. Des auditeurs, c'est le vieux qui pense que s'il ne parle pas fort, que sa voix est déjà partie et qu'on ne va pas l'entendre. D'accord, merci. Il ne faut pas qu'il pense que je suis fou, je ne suis pas fou. D'accord, merci professeur. Alors, monsieur Ataï, dernier mot aussi, mais sur cette question-là, quels sont les résultats qu'il nous faut atteindre nécessairement avant la fin de cette transition? Et dans combien de temps? Vous avez déjà parlé de combien de mois déjà, mais en tout cas, quels sont les résultats auxquels il faut parvenir nécessairement? C'est ça, merci beaucoup. Moi, ça fait toujours plaisir d'écouter les professeurs Nyang. On sait bien que ce qu'il explique est tellement intéressant qu'il faudrait beaucoup plus de sciences pour que tout le monde les cerne, surtout les citoyens lambda. Alors, moi, je vais seulement dire que dès qu'on parle de transition, on parle de quelque chose qui a un temps limité, c'est transitoire. Donc, logiquement, il faut un temps. Ensuite, cette transition, je vais dire aussi que même s'il n'y avait pas eu cette déposition du président, il fallait une transition au Mali. Il fallait une transition. Et on pensait que dans les cas de figure où le président ne partait pas, il aurait accepté d'être un chef d'État et qui est un premier ministre de plein pouvoir pour qu'on puisse aller vers une transition à un modèle. C'est qu'on n'a pas besoin d'un coup d'État, d'une déposition ou d'un putsch pour imaginer une transition pour un pays lorsqu'il en a besoin. Donc il y a question de temps. Mais par ailleurs, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Il y a des organisations, il y a des directives
de l'Union africaine, des Nations unies, de la CEDEAO, qui ont des principes. Et c'est pourquoi ils insistent sur un délai, surtout quand c'est un militaire qui tient. Donc, il y a tous ces aspects qu'il ne faut pas négliger du tout. Alors, cette transition ne peut pas aussi répondre à toutes les questions. Non, pas du tout. C'est juste pour poser les jalons, les fondements réels d'un État avec des institutions fortes. Il a parlé de leadership. Ce leadership-là, il va être pérenne si jamais on arrive à l'instaurer pendant la phase de transition. C'est cette phase-là qui va permettre à tous les citoyens de ces pays de se mettre d'accord autour d'un pacte social en 2020. Un pacte social inter-malien en 2020 pour relancer avec la nouvelle génération un État réel. Vous savez, on a beaucoup de potentialités. Les conflits, là, ils sont normaux. Moi, j'ai fait partie d'une organisation qui a un conflit avec le gouvernement central. Et j'assume pleinement ma position de conflictualité. Parce que je sais que les conflits font partie, souvent, des grandes opportunités. Dès que vous voyez qu'il y a un groupe de personnes qui sont ensemble et qui n'ont jamais de problème, c'est qu'ils ne réalisent rien du tout. C'est dans les conflits que souvent, il y a l'autocritique qui s'impose. Donc moi, je pense que cette transition, certes, elle doit avoir des limites, elle doit essayer d'être plus ou moins flexible. Pour sa conduite et son contenu, je pense que ça, nous ne faisons pas les monopoles de la connaissance. Nous sommes des apprenants également. Moi, je suis encore un apprenant. Hein. Je ne peux pas dire aux gens qu'il vous faut ceci, sinon il n'y a rien du tout. Non, ce que je peux dire, c'est que le contenant, comme ils l'ont dit, doit être discuté. Et il doit être adapté à la demande et aux objectifs. Moi, je crois qu'il y a tellement de choses que les Maliens demandent aujourd'hui qui ne peuvent pas être réglées en si peu de temps. Mais il faut aussi accepter y mettre un temps pour qu'à un moment donné, on passe à l'état normal. Parce qu'il y a des au-delà de la CEDEAO, il y a d'autres organisations qui ne vont jamais coopérer avec un État dirigé par un militaire et qui n'est pas élu. Ça, c'est clair. Ça, c'est des normes. On ne peut pas s'isoler du monde. Ouais. Mais il faut quand même qu'autour... Et je dis sur l'intérêt, souvent, les gens disent il faut balayer toute l'ancienne classe politique, elle est corrompue, elle est pourrie. Bon, vous savez, il faut arrêter de juger. Aujourd'hui, moi, je dis pour la première fois, en tout cas depuis 2012, il y a eu la déposition des chefs d'État qui ne s'est pas exilé. Il faut éviter que les gens qui ont géré les affaires secrètes de votre pays s'exilent. C'est très dangereux. Parce que tôt ou tard, il faut qu'ils reviennent. Aujourd'hui, s'il peut rester en résidence surveillée et que demain, on réforme la justice, on fait tout et qu'il peut comparaître pour qu'il soit devant une justice où il peut répondre de ses responsabilités, et être jugé conformément aux lois qu'on va délibérer, c'est mieux qu'aujourd'hui de pousser les gens à fuir le pays et que demain, les mêmes qui sont été aujourd'hui les réprimés deviennent l'opposition de demain. Et ce serait un cycle infernal. Il faut saisir la transition également pour remettre tout ça à tapis et s'assurer que les institutions, les réformes de justice, de défense, de sécurité, les droits socio-économiques soient bien prédéfinis dans nos lois, dans notre loi fondamentale et dans les lois qui accomplissent l'exécutif. C'est ce que je veux dire enfin. J'espère que ça a été bien compris. Merci. Merci, M. Ataï. M. Maïga, qu'attendez-vous de cette transition en définitive? C'est votre dernier mot. Je vais rebondir encore une fois avant de parler à propos de mon professeur. C'est normal. Vous avez 3-4 minutes tout au plus. C'est normal. Voilà. Mais si l'attaque... professeur, je ne crois pas. Donc, M. Maïga, faites attention à l'attaque. Je pense qu'on est dans une période où tout ce qui a existé avant a existé avant. On peut être dans la rétrospective, on peut aussi se projeter dans la prospective, mais ce qui est réel, c'est ce qui est là. Donc, à mon avis, on ne peut pas y réfléchir à des solutions avant. On peut avoir des pistes de réflexion avant, mais quand la réalité se présente, elle est réelle. Là, c'est la vraie réalité. Donc, je pense qu'il faut beaucoup laisser ceux qui sont en train de décider s'organiser. Je m'abstiens, par respect aux autres Maliens qui sont comme moi, par respect à ceux qui travaillent, je m'abstiens en fait à faire des préconisations. Parce que je pense qu'il y a un processus de travail qui est déclenché. Il faut le suivre, et on doit le suivre. On doit regarder ce qu'ils sont en train de faire et on doit les aider à ajuster. Il faut qu'on soit ensemble. Alors, quand ça ne va pas, quand ce n'est pas sur la bonne rail, il faut le signaler. Mais il ne faut pas
qu'on les impose des choses. Parce que la situation est réelle. En fait, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est dans la gestion du pouvoir si on ne gère pas le pouvoir. Moi, je m'abstiens à dire en fait qu'il aurait dû faire ça, il n'aurait pas dû faire ça. Moi, je peux le faire dans un autre cadre. Mais il faut faire attention. Je pense que la réalité de la chose, en fait, définit la réponse. Et donc, il faut qu'on soit. Par contre, par ailleurs, je pense que cette transition-là doit être une transition de résultat. C'est-à-dire la transition qui sera déclenchée doit beaucoup être sur le résultat. Quel est le résultat qu'on aura après? C'est ça qui doit interroger les gens. Qu'est-ce qu'on veut après? Qu'est-ce qu'on veut avoir après? Un pays stable, un pays qui va rayonner sur le plan économique, un pays qui aura posé un peu les jalons, un peu de l'éducation, un pays qui sera sur des rails intéressantes. C'est ça, il faut regarder dans ce sens-là. Maintenant, je pense que toute la dimension stratégique de ce de cette transition-là doit beaucoup poser sur la question territoriale, à mon avis. La réflexion stratégique de cette transition ne doit surtout pas oublier la question territoriale. Parce qu'aujourd'hui, le problème du Mali, c'est le problème. L'ensemble de la question, on va dire la question malienne, est une question territoriale. Parce que si vous prenez même à Bamako ici, vous sortez de votre maison, vous allez voir qu'il y a des déchets devant votre porte. C'est qui? C'est le maire. Donc, il y a des questions il y a ces choses qui arrivent. Donc, il faut intégrer le dispositif de questions de défense, de sécurité, de dédication, de la justice, de toutes ces questions-là, il faut les réfléchir sur la base d'une question territoriale qui amène l'insécurité. D'accord. Merci, Monsieur Maïga. Professeur, vraiment désolé, professeur. Je vous en prie. En fait, ils sont en train de me faire signe il y a longtemps qu'on a dépassé. Je vous en prie, professeur. Je vous en prie. Ok, allez-y, parlez dans le micro, mais professeur, allons rapidement. Il y a quelque chose... Dans le micro. Il ne faut pas qu'on sorte ici avec une méconnaissance sur la crise. Le chercheur a comme fonction d'anticiper sur la crise. Et quand elle devient réelle, sur la base de son anticipation, des solutions de rechange sortent de son bureau. Donc, je veux que les jeunes comprennent ça. D'accord. Que ce n'est pas maintenant qu'il faut aller à ça. Il faut chercher au Mali ceux qui ont des solutions de rechange et organiser un débat entre eux avec des modérateurs et des facilitateurs pour informer. Nous, on propose un atelier d'initiation à l'équipe d'exécutif, y compris les hauts fonctionnaires de la défense et les secrétaires généraux et le conseil économique de tous les ministères. Et où vous pouvez être là comme facilitateur. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas arrivé à l'instant où vous devez avoir une expérience avérée dans ce domaine-là, prenez l'école, la fonction qui est dévolue à toi. D'accord. Merci, professeur. Mesdames, Messieurs, vous suiviez l'émission politique, le débat d'Africa Télévision. Ce soir, qui recevait 3 éminents chercheurs, je dirais, parce que pour moi, vous êtes des chercheurs tous les 3. En tout cas, c'était sur quelques thèmes très intéressants. Quelle transition, avec qui, pour quel objectif et dans combien de temps? Et pour en parler, nous étions avec Monsieur Ataï Ag Mohamed, pas chercheur, analyste politique, auteur d'un exécutif master en reconstruction de l'État post-conflit. Monsieur Mohamed Maïga, directeur général de Alibert Conseil consultant sur les questions socio-économiques de territoire, et le professeur Abdoulaye Nyang, directeur exécutif du Centre d'études stratégiques Séné. Eh bien, nous nous sommes quittés quand même sur un grand débat. Qu'est-ce que le chercheur, par rapport à l'avenir, doit-il pouvoir anticiper, ou alors doit-il attendre toujours que le problème se pose pour agir? De toutes les façons, on peut anticiper, mais aussi la réalité peut venir au-delà de toutes les prévisions. Nous nous donnons rendez-vous. À très bientôt. Au revoir. Il a voulu négocier.